plus attendre le docteur Mathias Bertrand, notre premier orateur, qui va nous parler des fuites aortiques, ainsi que Jean-Christian Roussel, qui va tenter, enfin tout du moins essayer de le modérer dans ses propos. Donc merci à vous deux. Et puis bonne journée à toutes et à tous. Et puis à tout à l'heure pour prendre un café. Bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de faire cette présentation. Et donc on va commencer ce congrès en parlant de la valve aortique. Et quand on a une fuite, comment est-ce qu'il faut analyser la valve ? Donc, devant une insuffisance aortique, quelles sont les questions qu'il faut se poser au moment de l'analyse? Et donc, pour ça, je vais partir des recommandations pour voir quelles sont les questions qui me paraissent les plus importantes. Donc voilà comment les recommandations sont présentées. Et donc il y a un certain nombre de choses qui sont détaillées. Mais ce qui me paraît important, c'est de voir qu'à chaque fois, le prérequis, c'est qu'il faut, pour envisager une intervention sur la valve aortique, que la fuite soit sévère. Et donc c'est très important de s'assurer de la sévérité de la fuite quand on envisage d'y faire quelque chose. Ensuite, quand on envisage une chirurgie sur la valve aortique, il est également capital de regarder l'aorte, la racine de l'aorte ascendante tubulaire, puisque les recommandations disent qu'en cas de chirurgie sur la valve aortique, si on a une dilatation à plus de 45 mm, il faut un geste associé sur l'aorte. Et finalement, sont apparues également dans les recommandations de 2021 des lignes sur les chirurgies conservatrices de la valve aortique en cas d'intervention sur la racine, qui est de grade 1B dans les centres experts, et je pense que nous en faisons partie. Et également une ligne de recommandation qui préconise chez des patients bien sélectionnés d'envisager une réparation de la valve aortique quand des résultats durables sont espérés. Donc ça reste du grade 2B-C, mais c'est quelque chose à envisager, et donc je vais essayer de vous montrer chez qui on peut envisager ça. Donc je ne vous cache pas que l'examen clé dans l'analyse d'une insuffisance aortique, c'est l'échocardiographie. Et à mon sens, il y a 5 points sur lesquels il faut se pencher devant une insuffisance aortique quand on fait l'échographie. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir décrire l'anatomie valvulaire de la valve aortique. Ensuite, il faut déterminer, évaluer le mécanisme de la fuite, parce que ça va être important pour déterminer le type de chirurgie et la réparabilité. Il faut évaluer la morphologie de l'aorte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc très important, il faut quantifier la fuite. Et dans les fuites aortiques, des fois, il peut y avoir un certain nombre d'écueils techniques. On va y revenir. Et finalement, il va falloir enfin déterminer la faisabilité d'une chirurgie conservatrice de la valve ou d'une réparation valvulaire. Donc décrire l'anatomie de la valve, voilà les différents phénotypes de valve aortique qu'on peut retrouver. Donc vous avez à gauche de l'écran la valve aortique normale, qui est une valve tricuspide, donc composée de 3 feuillets avec 3 sinus de Valsalva et des commissures qui sont orientées à 120 degrés. Et donc voilà la forme normale. Et puis il peut y avoir des anomalies morphologiques de la valve aortique qui ont été décrites précisément par Sievers, qui a fait une classification. Donc ce sont les bicuspidies. On a la bicuspidie vraie, donc c'est la bicuspidie avec 0 raphée, où on a 2 feuillets symétriques avec une commissure à 180 degrés. C'est une forme qui est pas si fréquente que ça. La forme la plus fréquente, ça va être les bicuspidies avec un raphé, donc il va y avoir une fusion entre 2 cuspes et ça va entraîner une bicuspidie. Et donc dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs formes anatomiques avec un angle de commissure différent entre 120 et 180 degrés entre la cuspe fusionnée et la cuspe qui reste libre.
Et enfin, on a des formes de bicuspidie avec 2 raphés. Donc ça donne des valves unicuspides où on n'a plus qu'une seule commissure qui s'ouvre. Donc ce sont les bicuspidies de type 2. Et puis, on peut rencontrer également, de façon intermittente, mais enfin plutôt rare, des quadricuspidies, avec, comme vous le voyez ici, en bas à gauche de l'image, une petite cusp surnuméraire. Et dans ce genre de situation, on peut avoir également des fuites aortiques. Et c'est des formes qui ne vont pas être favorables à des réparations. Donc une fois qu'on a analysé la morphologie de la valve, il faut analyser le mécanisme de la fuite. Et là, par analogie à la valve mitrale, on va retrouver 3 types de mécanismes de fuite aortique. Donc le type 1, c'est des cusps qui vont être de morphologie normale, avec un mouvement normal, et finalement c'est la dilatation de l'anneau aortique qui est due à une dilatation de l'aorte ascendante qui va être responsable d'un défaut de coaptation centrale et qui va entraîner une fuite centrale. Donc ça, c'est une forme qui va être favorable à une réparation chirurgicale par une méthode de remplacement de l'aorte, puisque c'est le mécanisme principal, avec conservation de la valve. Ensuite, on a les fuites de type 2, dans lesquelles on va retrouver un prolapsus d'une cusp, avec le plus souvent des cusps qui vont être assez fines. Et là, ce qui est notable, c'est qu'on va avoir un jet qui va être excentré. Et ça, c'est un élément qui va permettre de s'orienter vers cette étiologie, vers ce mécanisme. Et enfin, les types 3 qui regroupent tous les autres. Donc, ça va être quand on va avoir un remaniement des feuillets. Donc, ça peut être soit des calcifications valvulaires, soit des maladies comme le rhumatisme articulaire aigu, la radiothérapie, etc. Et dans ce cas-là, le jet il peut être excentré ou non, mais il est plutôt large. Et puis, bien sûr, on peut avoir une association de différents mécanismes. Et notamment, on peut avoir une association d'une dilatation de l'anneau et d'un prolapsus. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'intéresser à la morphologie de l'aorte. Donc là, je vous ai mis une petite diapositive pour rappeler comment on évalue l'aorte en échocardiographie. Donc ça se fait sur une coupe parasternale grand axe. La mesure se fait en diastole, donc valve fermée. Et on doit mesurer l'aorte sur au moins 4 niveaux. Donc on mesure l'anneau aortique, on mesure les sinus de Valsalva, la jonction sinotubulaire et l'aorte ascendante. Et la mesure doit se faire classiquement bord d'attaque à bord d'attaque. Et donc on peut retrouver différentes morphologies d'aorte. Donc vous avez là à gauche la morphologie normale de l'aorte avec des sinus de Valsalva qui vont être marqués mais pas dilatés et une jonction sinotubulaire et une aorte tubulaire homogène. Et ensuite, les phénotypes de dilatation. Donc on a le phénotype du milieu qui va être une dilatation de la racine de l'aorte ascendante avec un aspect en bulbe d'oignon et plus ou moins une dilatation de la jonction sinotubulaire et de l'aorte tubulaire. Et ça, c'est la forme classique qui va entraîner une maladie annuloectasiante avec une fuite centrale. Et c'est la forme qu'on va retrouver dans les maladies du tissu conjonctif, type Marfan ou syndrome de Turner. Et puis vous avez à droite l'autre forme classique de dilatation de l'aorte ascendante, où on va avoir une dilatation qui va prédominer sur l'aorte tubulaire. Ça, c'est ce qu'on retrouve plutôt dans les bicuspidies, avec les anomalies du sens du G qui vont entraîner une dilatation de l'aorte tubulaire. Donc voilà pour l'analyse de l'anatomie de la valve, le mécanisme de la fuite, la morphologie de l'aorte. Et donc maintenant, il faut quantifier la fuite et déterminer les critères de sévérité de la fuite qui vont être importants pour déterminer si elle est en effet responsable du tableau clinique du patient ou pas. Donc, en échographie, pour quantifier une fuite aortique, on va avoir des critères qualitatifs qui vont faire penser que la fuite est sévère. Donc ça va être la morphologie de la valve. Quand on a un prolapsus important ou quand on a un large défaut de coaptation centrale, c'est des éléments qui vont faire penser que la fuite peut être sévère.
Également, la présence d'un reflux holodiastolique dans l'aorte descendante est un élément en faveur d'une fuite sévère. La façon de le mettre en évidence en écho, c'est de mesurer la vitesse télédiastolique dans l'isthme aortique quand elle est supérieure à 20 cm par seconde. C'est un critère de sévérité. Ensuite, on a des critères semi-quantitatifs. La vena contracta à plus de 6 mm, le temps de mi-pression à moins de 200 millisecondes. Et des critères purement quantitatifs. Donc là, on retrouve la méthode PISA, avec une surface de l'orifice régurgitant à plus de 30 mm², un volume régurgité à plus de 60 ml par battement, ça c'est des valeurs que vous connaissez je pense, l'existence d'un retentissement sur les cavités cardiaques et notamment une dilatation du ventricule gauche est aussi un élément en faveur d'une sévérité de la fuite en cas de présence d'une fuite aortique. Mais assez régulièrement, on va se retrouver bloqué avec des paramètres discordants ou avec l'impossibilité de recueillir le moindre paramètre de sévérité. Et dans ce cas-là, on peut s'aider d'un autre examen, c'est l'IRM cardiaque. Et d'ailleurs, les recommandations 2021 sur les valvulopathies en parlent en disant cette phrase « L'IRM peut être utilisé pour quantifier la fraction de régurgitation quand les mesures échographiques sont équivoques ou discordantes avec le tableau clinique ». Donc finalement, on n'a pas dit grand-chose avec ça, parce qu'ils ne décrivent pas la technique qu'il faut utiliser, ils décrivent aucun cut-off de sévérité, et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments sur l'IRM. Donc il y a plusieurs possibilités pour évaluer une fuite aortique en IRM. Il va y avoir une quantification directe grâce à l'imagerie en contraste de phase et une quantification indirecte, soit en comparant les flux aortiques et pulmonaires, soit en comparant les volumes ventriculaires, soit en évaluant également le reflux dans l'aorte descendante. Et évidemment, ça sert aussi à quantifier la dilatation des cavités. Donc, la quantification directe de la fuite aortique par imagerie en contraste de phase, ça se passe comme ça. On fait un plan qui va être juste au-dessus de la valve aortique, dans l'aorte ascendante, et on fait une acquisition en contraste de phase qui permet de déterminer le volume qui passe dans l'aorte de façon antérograde et de façon rétrograde. Donc, comme vous le voyez sur le graphique de droite, ça permet de mesurer le volume antérograde, de mesurer le volume rétrograde et d'en déduire la fraction de régurgitation de la fuite. Donc maintenant, quel cut-off utiliser? Donc il n'y a pas de cut-off dans les recommandations. Il y a quelques études qui ont été menées quand même, et il y a notamment une étude de 2012 qui a été publiée dans Circulation avec un suivi clinique des patients qui me paraît assez intéressante, où vous voyez est représentée là en graphique la survie sans chirurgie en fonction de la fraction de régurgitation. Et ils ont déterminé un cut-off qui disait qu'à moins de 33% de fraction de régurgitation, les patients étaient finalement très peu opérés, alors que les patients qui avaient plus de 33% de fraction de régurgitation, au cours du temps, ils étaient très fréquemment opérés. Donc ça peut donner une idée un petit peu du genre de cut-off qu'on peut utiliser dans cette situation. Et donc vous voyez bien que c'est un cut-off différent de l'évaluation écho, où on va être plutôt à 50% de fraction de régurgitation pour la sévérité. Alors je vais peut-être un peu avancer sur les autres méthodes parce qu'elles me paraissent moins pertinentes et j'ai pas forcément beaucoup de temps. On peut également quand même évaluer en quantification indirecte, toujours par contraste de phase, le reflux dans l'aorte descendante. Et quand ce reflux est holodiastolique, c'est également un critère de sévérité pour la fuite. Une fois qu'on a déterminé que la fuite était bien sévère, il va falloir savoir s'il est envisageable de faire une chirurgie soit conservatrice de la valve quand on touche à la racine de l'aorte, soit une réparation valvulaire avec une plastie aortique. Donc pour ça, il faut déterminer si la forme va être favorable. Et donc là, c'est une classification un petit peu que je vous propose sur les formes qui vont être favorables, possibles ou clairement défavorables pour une réparation valvulaire aortique. Les formes favorables, ça va être la maladie annulo-ectasiante, puisque le mécanisme principal, c'est la dilatation de l'anneau, et en resserrant l'anneau, la fuite va complètement régresser. Les prolapsus isolés de bord libre de cusp sur une valve tricuspide sont également des formes qui sont accessibles à une plastie.
et également certaines formes de bicuspidie quand les feuillets aortiques vont être souples et que l'angle commissural est large, au moins au-delà de 140 degrés. Ensuite, il y a des formes qui sont possibles. Donc, quand il y a quelques calcifications sur la valve, ce n'est pas une contre-indication formelle. Le chirurgien peut retirer les calcifications et quand même arriver à réparer la valve. Quand on a une bicuspidie avec un angle qui va être plus aigu, à moins de 140 degrés, ça complique le geste opératoire, mais il est quand même envisageable de réparer. Et quand il y a un mécanisme mixte, typiquement une dilatation de l'aorte ascendante associée à un prolapsus, on peut envisager une réparation. Par contre, il ne faut surtout pas se lancer quand on a des cusps qui vont être très calcifiés, quand on a des rétractions, de la radiothérapie, ou sur les unicuspidies, qui sont des formes qui sont défavorables à la correction par plastie. Pour pouvoir discuter avec le chirurgien de la faisabilité des plasties et des résultats, il y a quelques valeurs qu'il faut connaître. Et donc ces valeurs, ça va être, on va les déterminer en échographie, et on en a 4. Donc là, il y en a 3 qu'on voit sur cette vue. Donc il y a la hauteur effective. La hauteur effective, ça va être la distance entre l'anneau aortique et le point de coaptation supérieur des cusps. La hauteur géométrique, ça va être la longueur de la cusp. Et la hauteur de coaptation, ça va être la longueur sur laquelle les feuillets vont se coapter. L'autre élément qu'on regarde, ça va être l'angle commissural. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Quand on a une bicuspidie de type 1 avec un raffet, l'angle commissural peut être très différent et donc il faut bien le mesurer pour déterminer s'il va falloir y toucher. Donc je finis très vite avec ce tableau. Donc ça, c'est un tableau où sont résumées les différentes valeurs dont je vous ai parlé et pour savoir ce qu'il va falloir en faire et comment on en discute avec le chirurgien. Donc la première ligne, c'est la taille de l'anneau aortique. Et vous voyez, il y a une valeur cut-off à 25 mm. Si l'anneau aortique fait plus de 25 mm, c'est qu'il est dilaté. Et donc ça va nécessiter de faire une annuloplastie aortique, éventuellement avec un anneau. La hauteur effective, quand elle est à moins de 9 mm et a fortiori à moins de 0 mm, ça traduit un prolapsus complet et ça veut dire qu'il va falloir resuspendre les cusps. Et c'est également un critère en post-opératoire pour vérifier que la réparation est favorable. La hauteur géométrique, donc la longueur de la cusp, permet de déterminer s'il y a suffisamment de tissu pour réparer la valve. Et donc, il va falloir une longueur de plus de 16 mm si la valve est tricuspide, plus de 19 si elle est bicuspide. Sinon, on ne peut pas envisager de réparation. La hauteur de coaptation doit être de plus de 5 mm en post-opératoire pour s'assurer d'un résultat durable. Et l'orientation commissurale doit bien être décrite parce que si l'angle est à moins de 160 degrés, il faut envisager une symétrisation des commissures. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la place à la chirurgie.